Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, c'est celui de 2026, sur le plan macroéconomique, sur le plan des marchés. Nous en parlons avec Frédéric Ducrozet, qui est avec nous à distance, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonsoir et bienvenue, Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Un rapide commentaire sur la Banque Centrale Européenne, parce que je crois que tout le monde a bien compris l'idée, quand même, qui dominait aujourd'hui au sein de la BCE, qui se dit toujours en bonne place, alors même que les projections ont été relevées sur le plan de la croissance, mécaniquement également sur le plan de l'inflation pour l'an prochain, mais la rhétorique de Christine Lagarde n'a pas évolué depuis plusieurs mois maintenant. La BCE reste en bonne place, malgré ses prévisions économiques revues à la hausse. Frédéric, il faut comprendre que la barre reste quand même assez élevée encore pour que la Banque Centrale Européenne envisage de remonter ses taux. Oui, et je crois que c'est la seule leçon à retenir de cette dernière conférence de presse. On termine l'année dans une bonne situation, au bon endroit, avec la bonne communication qui n'a pas de raison de changer, malgré des prévisions qui fluctuent. Et en réalité, quand on regarde le profil des prévisions de croissance et d'inflation des économistes de la Banque Centrale Européenne, il est tout plat. Rien ne bouge pendant les 2 ou 3 prochaines années. Peut-être que ce sera le cas, tant mieux, on le souhaite, que les choses se stabilisent, en tout cas au niveau de l'inflation, autour de la cible. Mais il est plus probable qu'on aura des surprises et que le cas échéant, le moment venu, cette communication s'ajuste et in fine peut-être aussi les taux d'intérêt. Pour le moment, rien à signaler et c'est plutôt une bonne nouvelle. Quel type de surprise on peut avoir, Frédéric, et j'aimerais bien avoir votre avis sur le plan allemand, ce qu'on appelle le plan allemand aujourd'hui, qu'a déclenché quand même, il faut s'en souvenir, un enthousiasme important, pour ne pas dire plus, en mars dernier, Frédéric, et on avait eu l'occasion d'en discuter. C'est vrai que là encore, dans la partie d'émission précédente, on discutait de ce plan allemand, et j'ai déjà l'impression qu'un certain nombre d'intervenants de marché, d'économistes, sont par avance déçus de ce que l'Allemagne sera capable de délivrer sur l'horizon 12-18 mois devant nous. Mais vous avez tout très bien dit pendant cette émission, c'est-à-dire que c'est une question de perception et de timing, de temporalité, de séquence d'un package budgétaire qui par définition prend du temps, surtout dans un pays qui n'a pas exactement l'habitude de mettre en place ce type de programme et cette taille, ces montants en jeu. On a appris par exemple aujourd'hui quel allait être l'aspect budgétaire en termes d'émission de dette, forcément qui va financer ce plan, même si une partie est en dehors du bilan, une partie n'est pas vraiment comptée. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps investi et donc beaucoup aussi de délais de transmission jusqu'à l'économie. Vous l'avez dit aussi, ça vient de commencer. On a eu les tout premiers chiffres qui confirment que de l'argent a été, les premiers euros dépensés en réalité depuis octobre-novembre et ça va gagner en puissance. J'ai pas de problème avec ça. Si vraiment on veut peut-être challenger Isabelle Schnabel à la Banque Centrale Européenne ou ceux qui sont peut-être déjà inquiets avant même que cet effet arrive positif sur l'activité d'un effet inflationniste, je pense qu'on n'y est pas encore et qu'on est plutôt dans une phase aussi de stabilisation, peut-être même aussi d'assouplissement un petit peu sur le marché du travail, ça dépend des pays, et dans une séquence politique qui m'inquiète un tout petit peu. Si vraiment là je veux chercher les risques pour l'année prochaine, vous l'avez dit, on peut imaginer 2027, et la BCE le fait, comme vraiment le moment où cet effet économique peut-être atteint son apogée. D'ici là, on aura quelques événements, notamment en France et dans d'autres pays, qui peuvent effectivement dérégler un petit peu les objectifs politiques et le marché peut être très sensible à ça. Mais la direction, c'est pas celle de l'année prochaine, c'est celle des 10, 20 ou 50 prochaines années et elle me semble pour le moment largement validée encore. Oui, le capital politique est affaibli un peu partout, et y compris en Allemagne, après 9 mois aux affaires. Friedrich Merz a déjà entamé, semble-t-il, une bonne partie de son capital politique. Comment vous regardez la conversation macro 2026 pour les États-Unis, Frédéric, partant d'un scénario de rêve que nous a vendu Jérôme Powell la semaine dernière, plus de croissance, moins d'inflation. Comment est-ce que ce rêve va atterrir et se confronter à la réalité, Frédéric? C'est quand même une année folle quand on revient très rapidement en arrière. Vous montrez le graphique des tarifs douaniers aux États-Unis à n'importe quel économiste, n'importe quel observateur non partisan. Il vous dit évidemment qu'il y a eu une récession majeure, si ce n'est une dépression en 2025. Et on en est là avec, disons, 3% de croissance, peut-être en train de ralentir vers les 2%, mais une croissance toujours qui tient, un marché du travail qui a tenu aux États-Unis jusqu'à présent, et une inflation qui va
peut-être même aller au-delà des espoirs de Powell aujourd'hui. Vous en avez évoqué les limitations aussi en termes de mesures. On sait qu'il y a beaucoup de bruit autour de ces chiffres d'inflation, mais néanmoins une inflation qui est pour le moment en train de ralentir plutôt que d'accélérer. Il y a une histoire de productivité, il y a cette histoire, vous en avez parlé aussi, d'adoption de l'IA et peut-être de cette... j'allais dire convergence du fameux K de la K-shaped economy avec le consommateur, non pas les plus riches, mais la classe moyenne, voire en dessous, qui rattrape peut-être un aspect budgétaire, en tout cas c'est notre scénario, qui aide aussi à la fois le consommateur, les PME, toute cette partie du marché qui a été un petit peu, qui a plus souffert en tout cas en 2025 que les grandes entreprises de la tech. Tout ça peut s'améliorer. Maintenant, pareil, comme d'habitude, tout le monde pense un petit peu la même chose. La Fed aussi, ça ne va pas se passer comme prévu. Ça, on peut le parier, on peut en être sûr d'ores et déjà. Le principal risque est celui de l'inflation malgré tout, à terme, parce que si dans une économie qui tient justement, voire même qui réaccélère début d'année prochaine, vous ajoutez, vous injectez du stimulus monétaire, du stimulus budgétaire et des gens qui mélangent parfois un peu les genres sur les institutions, en tout cas je le dis poliment, des questions sur la crédibilité de la Fed notamment, ça peut quand même faire moins bon ménage pour la seconde moitié de l'année. Ça veut dire que l'histoire de volatilité des courbes de taux, de pontification, de quelle est la bonne prime de terme, et l'histoire peut-être aussi de la dépréciation, du débasement du dollar, ces histoires-là ne sont pas encore totalement terminées et refermées, Frédéric. J'ai toujours pensé qu'il y avait une part d'exagération parce qu'il y a quand même dans les statuts de la Fed aux États-Unis, malgré tout, ces fameux checks and balances. Trump n'est pas éternel. Des gens qui vont au sein du staff et dans les autres institutions américaines, au sein de la rotation politique aussi, mais même sans ça, voilà, assurer cette indépendance des institutions malgré tout. Et un debasement, c'est pas le cas non plus. Historiquement, on parle de quelque chose de beaucoup plus dramatique. Mais néanmoins, c'est une grosse différence de la Fed par rapport à d'autres banques centrales qui tiennent leur mandat, qui restent largement indépendantes de la politique budgétaire. Et on verra, il y a des scénarios, par exemple, on ne sait pas encore qui succédera à Jérôme Powell. Il y a un scénario qui a une probabilité toujours non nulle, qui est que Scott Bessent, le président l'a dit, il aimerait que ce soit lui. Où là, ça commence vraiment à mélanger les genres. Et puis, cette question d'absorption de la dette par ce jeu du QE, non-QE, avec la Fed qui va acheter des titres courts et le Trésor qui va émettre davantage sur la partie courbe de la courbe de la courbe des taux, pardon. Ben, tout ça tient pour le moment. Le marché a toujours raison. On est les premiers à parler de terme premium, de risque qui n'est pas suffisamment estimé, sous-évalué aujourd'hui. Néanmoins, c'est le taux 10 ans, on est à peine au-dessus de 4%. Et donc, pour le moment, ça tient, ça va. Le marché estime qu'aujourd'hui, c'est le bon prix effectivement, pour ces taux américains. Globalement, quelles sont un peu l'idée ou les idées directrices que vous avez chez Pictet Wealth Management quand il s'agit de conduire des investissements à travers les prochains mois et 2026 sur un terrain de jeu global, Frédéric? Quelles sont les tendances qu'on a vues en 2025 qui ont encore du vent dans les voiles? Quelles sont les nouvelles tendances peut-être qui pourraient apparaître aussi? On a trois grands thèmes. Le premier, c'est avec un scénario central largement positif et même de réaccélération des grandes économies développées au premier semestre. On reste investi sur les marchés actions. Et comme vous l'avez dit, là aussi, il faut peut-être être davantage dans les aspects relatifs, garder de l'Europe, garder du Japon à terme, ou en tout cas de l'Asie, et des émergents. Tout ça n'est pas une surprise par rapport au consensus aujourd'hui, mais c'est un jeu relatif au sein d'une classe d'actifs, les actions qu'on favorise toujours largement. Deuxièmement, il faut être réel, dans le sens protéger le pouvoir d'achat et faire attention malgré tout à une inflation qui reste élevée, au-dessus de sa cible et qui peut peut-être même à un moment réaccélérer au cours de l'année. Donc les aspects actifs à duration importante, la partie longue de la courbe des taux, tout ça, on évite, même si en termes de crédit, il peut y avoir encore des opportunités, même si les spreads sont resserrés. Et puis le troisième point, c'est que, au-delà de l'aspect réel, mais pas seulement, on peut protéger aussi les portefeuilles avec des matières premières, avec encore des métaux précieux, même à ces niveaux de valorisation, avec peut-être même de la protection qui n'est pas très chère pour prendre des maturités un peu au-delà du printemps prochain, qui nous permettent peut-être d'arriver à cette période délicate où Trump fera
peut-être quelque chose pour endiguer sa chute dans les sondages et pour essayer de ne pas perdre les élections de mi-mandat. Donc, il y a à nouveau une logique à prendre un peu d'assurance, que ça ne paye pas toujours, mais le jour où ça paye, en général, ça paye bien. Donc, ces trois aspects-là nous permettent de construire des portefeuilles équilibrés. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour cet éclairage de quelques minutes sur les enjeux macro et les enjeux de marché. Devant nous, Frédéric Ducrozet, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, qui était avec nous à distance dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.